What's up guys? Aujourd'hui, je te partage des trucs pour améliorer tes courses sur une longue distance. Donc, on parle ici d'être capable de courir plus rapidement, plus longtemps. Que tu sois un débutant ou quelqu'un qui est un petit peu plus vétéran de la course, les trucs que je vais te donner dans la vidéo vont pouvoir t'aider à t'améliorer parce qu'ils sont assez simples à appliquer. Puis, c'est des trucs qui peuvent aller révolutionner tes performances. Que tu aies envie de faire des demi-marathons, des marathons ou même des ultra-trails, faut que tu saches que si tu veux performer, il faut que tu ailles augmenter un petit peu plus ton intensité dans ce que tu fais parce que tu n'as pas envie de juste jogger tes performances, tu vas être capable de les courir, avoir un bon pace, puis c'est là qu'on parle de vitesse. Alors la première astuce, c'est d'augmenter ton volume quotidien. Quand on parle d'augmenter le volume, ici on peut aller augmenter le kilométrage, donc la distance parcourue au cours de la semaine, ou bien le temps sur les pieds. Dans les deux cas, les deux peuvent être pratiques. Quand on parle de kilométrage, ça peut être vraiment intéressant pour les performances un peu plus courtes comme les demi-marathons et les marathons. Mais quand on parle de ultra-trail, donc les distances qui tombent dans les 50, 100 km et même plus, le temps sur les pieds peut être un peu plus intéressant comme mesure. Parce que quand on est dans la trail, on va pas juste faire du plat, on va avoir beaucoup de montées. Donc le temps sur les pieds peut être calculé par de la course, de la marche rapide ou même quand on fait des escaliers. Donc, on a beaucoup de variables au côté temps sur les pieds quand on fait du ultra-trail. Mais quand on tombe sur des terrains un peu plus plats avec des petits vallons comme les marathons et les semi-marathons, on peut parler ici de kilométrage qui peut être un peu plus intéressant. Comment qu'on augmente le volume de façon un peu plus concrète? On veut pas aller trop vite. Donc ici, on a une règle à appliquer où est-ce qu'on va aller augmenter le volume seulement de 10% par semaine par rapport à ce qu'on fait présentement. Donc si on est un débutant, on fait déjà des courtes distances, on veut augmenter notre volume évidemment, on augmente seulement de 10%. Le pourquoi ici qu'on n'augmente pas trop vite, c'est pour éviter les blessures parce qu'on se rappelle que quand on fait de la course à pied ou de la marche rapide, peu importe ce qu'on fait, qui est une activité cyclique, donc on répète le même geste finalement minute après minute, on a des risques de blessures et de tendinite. Donc le fait ici d'augmenter seulement de 10% par semaine va aller prévenir ces blessures-là et va permettre au corps de s'adapter progressivement à l'effort. Pourquoi c'est intéressant d'augmenter le volume quand il s'agit d'être capable de courir plus rapidement, plus longtemps? En fait, bien que la VO2 max, c'est vraiment intéressant quand il s'agit de faire des activités d'endurance, un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est la fatigue musculaire qu'on accumule dans des performances de longue durée. Donc, le fait d'être capable de tolérer des longues minutes d'effort à intensité quand même assez élevée, on va pouvoir à ce moment-là habituer le corps à performer pour réussir ces performances-là et être capable de garder un bon pace sur ces longues distances-là. Maintenant, comment qu'on distribue ce volume-là? Parce que c'est pas au hasard, il y a quand même des règles à respecter. Une règle, ça s'appelle la règle du 80-20, où est-ce que 80% des efforts qu'on va faire dans notre semaine vont être faits dans la zone 2, donc la zone plus aérobique, puis l'autre 20% restant va être fait dans des zones un peu plus intenses, qu'on peut aller faire par exemple des courses à intervalles. Et comment qu'on fait pour savoir où est-ce qu'elle se situe notre zone 2? En fait, pour le savoir, on a une formule mathématique qui permet de déterminer de façon théorique. On va aller faire 180 moins l'âge, où est-ce qu'on va avoir comme résultat la fréquence cardiaque maximale aérobique, qui est en fait la zone où est-ce qu'on va aller travailler quand il s'agit de faire du cardio en zone 2. Parce que si on va au-delà de ça, on se met à travailler dans une zone un peu trop intense, puis on n'aura pas les effets escomptés au niveau de l'amélioration cardiovasculaire aérobique. La deuxième astuce pour être capable de courir plus rapidement, plus longtemps, ça correspond en fait aux 20% restants qu'on parlait juste avant. En fait, c'est faire du travail en vitesse. Quand on parle ici de travail en vitesse, on ne parle pas nécessairement d'aller faire des sprints parce qu'il faut être un peu plus spécifique à ce qu'on veut accomplir. Nous, on veut courir des longues distances, donc des 15, 20, 25 km et plus longtemps et rapidement. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire pour être capable d'aller atteindre notre travail de vitesse pour ce genre d'effort-là? On va aller faire du travail en vitesse critique et du travail en seuil lactique. Quand on parle de la vitesse critique, je vais vous faire une courte définition. En fait, c'est du travail qu'on va faire à 90% de notre VO2 max. Donc, c'est une vitesse qui est très rapide où est-ce qu'on peut maintenir cet effort-là pour 30 à 35 minutes si on le faisait de façon constante. Donc, si vous faites
Un marathon, ça sera pas la vitesse que vous allez faire pour cette durée-là, parce qu'un marathon, évidemment, les meilleurs au monde font ça en 2 heures. Puis si vous visez des temps records, ça risque de pas être à cette vitesse-là. Par contre, ça vous donne quand même une bonne idée d'où est-ce qu'on peut aller courir cet effort-là en vitesse critique. Et pour ce qui est de l'entraînement au seuil lactique, pour mieux comprendre en fait qu'est-ce qui arrive, on va parler du lactate. Quand le lactate s'accumule à l'intérieur de nos muscles durant un effort qui est de durée prolongée, on va avoir de la difficulté à contracter nos muscles, puis on va se sentir de plus en plus faible. Concrètement, ça se peut que quand vous faites de la course, vous sentez les jambes lourdes. Parce que qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, c'est que le lactate s'accumule dans les muscles plus rapidement que la capacité du corps à l'éliminer. Quand on parle d'un marathon, souvent les athlètes un peu plus expérimentés vont courir 5% en dessous du seuil lactique. Le seuil lactique, quand on l'atteint finalement, on n'est plus capable de performer. Alors, quand on va faire les entraînements au seuil lactique, on va aller pousser l'intensité dans des intensités où est-ce qu'on a de la misère à fonctionner, puis on va être capable de s'habituer de plus en plus à travailler dans des efforts comme ça très intenses. Pour calculer le seuil lactique, c'est difficile de le faire par soi-même. C'est souvent des tests qu'on va faire en laboratoire, ou bien on peut le faire avec notre cardio-fréquence-mètre Garmin. Donc, j'en ai un ici qui va aller estimer, qui va nous permettre d'aller programmer les entraînements au seuil lactique. Donc, difficile de le faire par soi-même, mais quand on a la donnée de notre seuil lactique personnel, on peut aller programmer ça pour être capable d'aller performer comme il faut nos entraînements. D'ailleurs, avant que je passe au prochain point, en lien avec le cardio-fréquence-mètre, moi, j'ai la Garmin Vivo Active 3. Évidemment, c'est une entrée de gamme en termes de cardio-fréquence-mètre. Il y en a de bien meilleure qualité dans le Garmin. Mais quand on parle d'aller chercher des données un peu plus précises pour nos entraînements futurs, la montre seule, c'est bien, mais c'est beaucoup plus efficace si on additionne à ça une bande thoracique qui va aller chercher des données plus précises au niveau de notre fréquence cardiaque. Quand on parle de la bande thoracique qui va aller chercher des données, qui va les transmettre via Bluetooth à notre téléphone et notre montre en temps réel, on est appuyé directement au niveau du sternum qui est tout près du cœur, donc on peut aller chercher des données beaucoup plus précises. Le troisième astuce, c'est un incontournable, c'est la nutrition pour carburer nos performances. Ici, on parle en fait d'hydratation. Un petit truc assez simple, on veut avoir toujours 2 litres plus 1 litre par heure d'entraînement. On parle ici d'électrolytes. Donc ici, les sels minéraux qui vont nous permettre de rester bien hydratés parce que l'eau seule ne fera pas le travail. Ça prend vraiment la combinaison des deux. Et au niveau des macronutriments, un macronutriment qui est essentiel pour les performances d'endurance, c'est les glucides. Qu'est-ce qu'on veut faire avec les glucides? C'est d'aller remplir nos réserves de glycogène. Qu'est-ce que c'est le glycogène en réalité? C'est les glucides qui sont contenus à l'intérieur de nos muscles et à l'intérieur de notre foie, qui est une réserve d'énergie rapide pour les performances physiques. Donc, en allant remplir nos réserves, on va être capable d'avoir de l'énergie qui est toujours disponible quand on va aller faire des courses. Puis, la quantité en tant que telle que notre corps contient, c'est vraiment individuel. Donc, qu'est-ce que je vous invite à faire à ce moment-là? C'est d'aller tester pour vous qu'est-ce qui est la quantité idéale pour vos performances. On peut en prendre des glucides avant la performance, pendant la performance, et après, évidemment, pour refaire la réserve. Avant la performance, il vaut mieux favoriser les glucides qui sont un petit peu plus solides et liquides. Pendant la performance, on a les liquides et les gels qui peuvent être intéressants. Puis après, en fait, on peut aller prendre un repas bien classique, ça fait le travail. Quand on parle de quantité aussi, il vaut mieux commencer un peu plus petit puis augmenter progressivement pour s'assurer de ne pas en rentrer trop de glucides parce qu'on peut évidemment faire des crises d'hyperglycémie si on rentre trop de glucides rapidement pour notre capacité. En allant augmenter progressivement, vous allez trouver un seuil où est-ce que vos performances sont de mieux en mieux, où est-ce que vous sentez plus fort, plus longtemps et plus rapide. Puis vous allez juste être des meilleurs athlètes overall en gardant des glucides autour de votre entraînement. Et précédemment, je parlais d'augmenter les glucides, mais c'est la même chose au niveau des électrolytes, où est-ce que progressivement, on peut augmenter les quantités, parce qu'il faut savoir qu'on en perd durant l'effort. Parce que quand on va aller suer via notre transpiration, en fait, on va perdre énormément de sels et minéraux. Vous aviez sûrement déjà remarqué quand vous avez une goutte de sueur qui va couler près de votre bouche, que ça goûte salé. Donc, on va aller remplir ces réserves-là qu'on perd durant l'effort. Puis, c'est propre à chacun, la sudation. Il y a des gens qui vont transpirer plus que d'autres. Alors, à ce moment-là, je vous invite à aller remplir vos réserves d'électrolytes que vous perdez
en allant augmenter progressivement, puis d'éviter aussi une baisse de performance. Si on n'a pas assez de glucides, évidemment, on n'aura pas des performances qui vont être extraordinaires, mais si on n'a pas assez d'électrolytes par rapport à l'eau qu'on consomme, on est à risque d'avoir des crampes musculaires, ce qui est vraiment pas génial. Puis en fait, on parle même plus de vitesse, et on parle ici de compléter la performance. Quand on a des crampes, ça devient vraiment difficile. Puis ça peut arriver à l'entraînement comme ça peut arriver dans un événement. Donc, on essaie de stabiliser ça puis d'habituer votre corps. Parce que si vous habituez votre corps à l'entraînement, vous êtes capable de le faire durant, par exemple, l'événement qui est le marathon. Si vous voulez faire un protocole un petit peu plus d'hydratation durant le marathon, que vous n'ayez pas testé durant l'entraînement, vous risquez finalement de juste bâcler votre effort puis d'être vraiment déçu de ce que vous allez faire. La quatrième astuce pour être plus rapide plus longtemps, c'est d'améliorer la composition corporelle. Parce qu'il faut savoir en fait que si on traîne trop de gras durant une longue performance, c'est un poids qu'on traîne finalement qui ne nous aide pas à courir plus vite. Alors ce que je vous propose à ce moment-là, c'est d'avoir une composition corporelle qui est un taux de gras qui est entre 10 et 15%, qui est vraiment l'idéal pour être performant et avoir de l'énergie. Parce qu'on a toujours la mentalité aussi en course de dire si je suis plus fin, plus frêle, je vais être plus rapide, mais en fait, ce qui arrive, c'est qu'au niveau hormonal, si on a un taux de gras qui est vraiment trop bas par rapport à un taux de gras qui est santé, donc souvent quand on parle de 10% et moins, on commence à avoir des baisses de performance sportives. Alors, de 10 à 15 pour la plupart des hommes, en fait, parce que je parle ici du taux de gras pour les hommes, quand on parle des femmes, on parle plus entre 20 et 25, qui est l'idéal pour les performances sportives. Là, on va être capable d'aller performer idéalement pour les courses. Puis ça va vous permettre aussi de garder une bonne masse musculaire si vous êtes un peu plus du type athlète hybride, comme que je le suis moi-même, parce qu'ici, on veut garder un physique quand même qui est intéressant en dehors des courses. Puis, comment qu'on peut faire si jamais on fait beaucoup de courses, puis on veut être capable d'aller perdre du gras? Ben, il faut se mettre évidemment en déficit énergétique parce qu'on ne change pas les règles. Donc, on va garder nos glucides autour de l'entraînement, mais on peut être quand même overall dans la journée via notre dépense énergétique et notre apport énergétique, être en déficit énergétique. Alors, si vous courez en début de journée, on va mettre beaucoup de nutrition autour de ça, puis le reste de la journée va être un peu plus bas pour être capable d'être en déficit énergétique puis aller puiser nos réserves de gras. À l'inverse, par contre, on peut être capable de prendre du muscle si on en manque en faisant un petit surplus énergétique. On peut quand même jouer avec tous ces aspects-là, même si on court beaucoup. C'est toujours une question de nutrition au bout du compte. Aussi, quand il s'agit d'avoir la composition corporelle idéale pour courir rapidement et longtemps, il faut quand même prendre en compte que si on traîne beaucoup de masse musculaire, ça va être plus difficile. De même que si on a trop de gras. Donc, si on est un bodybuilder, je vous conseille à ce moment-là, si vous avez un marathon qui s'en vient bientôt, de réduire pendant cette fenêtre de temps-là, ça peut être 8, 10, 12 semaines, peu importe le temps que vous avez, réduire en fait votre entraînement en musculation pour augmenter l'entraînement en course. Gardez en tête que c'est temporaire, c'est pour réussir la performance. Pendant un certain temps, vous allez perdre un petit peu de muscle, mais vous allez pouvoir le reprendre suite à la course si jamais vous changez d'objectif et vous avez envie de reprendre cette masse musculaire-là. Avec la mémoire musculaire, on est capable de reprendre du muscle hyper facilement via la nutrition et l'entraînement qui est plus spécifique à faire de l'hypertrophie musculaire. Puis à ce moment-là, on va pouvoir être plus performant durant la course. Et mon cinquième astuce, ça paraît simple en apparence, mais finalement, ça ne l'est pas du tout, c'est d'avoir de la résilience. Parce qu'il faut savoir que si on veut être meilleur dans une activité telle que la course à pied, il faut être capable d'endurer le processus qui est de faire des très longues courses régulièrement, puis des efforts répétés. En fait, c'est un travail de longue haleine. On parle ici vraiment d'un marathon au sens figuré pour réussir un marathon au sens propre. Donc, il faut être capable de garder en tête que c'est un processus qui est long, qui peut être laborieux, qui peut être difficile à l'occasion. Mais quand on ne lâche pas, finalement, on va être capable d'avoir des meilleures performances qui vont venir. Parce que c'est sûr que la constance qu'on va mettre dans notre entraînement va permettre de donner des bons résultats au final. J'aimerais que vous partagez en commentaire c'est quoi la performance de course à pied que vous êtes le plus fier. Ça peut être des distances plus courtes dans du 5 km comme dans du 10, demi-marathon, marathon ou même des ultra-trails. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous avez accompli. Puis vous pouvez partager un peu les temps que vous avez fait et tout et votre expérience que vous avez vécue par rapport à ça. C'est toujours intéressant de partager sur des performances sportives comme ça. N'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo et de s'abonner à la chaîne. On continue l'objectif d'atteindre les 1000 abonnés. On se revoit dans une prochaine vidéo, guys. Ciao, à la prochaine.